Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va poursuivre notre étude du modernisme musical en nous concentrant davantage sur certains courants des années 50, donc l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale. Et le thème d'aujourd'hui va surtout être l'exploration de nouveaux espaces sonores, la découverte de la réinvention du langage musical à travers toutes sortes de procédés. On avait déjà vu la dernière fois que peut-être deux des tendances de fond qui vont à la fois s'opposer et se compléter tout au long du XXe siècle, c'est cette question d'avant-garde versus tradition. Et j'ai parlé beaucoup la dernière fois de ce courant auquel on donne le nom de néoclassicisme et qui consiste justement à réactualiser certaines notions en lien avec l'écriture motivique, avec le système tonal, avec l'harmonie, les accords majeurs, mineurs, etc. Aujourd'hui, on va peut-être davantage examiner l'aspect complémentaire, celui qu'on pourrait résumer de façon très simplifiée, mais quand même néanmoins assez défendable par les deux mots latins, les célèbres mots de tabula rasa, c'est-à-dire faire table rase de ce qui a précédé et vouloir réinventer sur des bases complètement originales. Donc c'est cet esprit d'innovation qui est peut-être justement le complément, si on voit tout ça comme le yin et le yang. Il y a le yin qui est l'attachement à la tradition, il y a le yang qui est l'ouverture à la nouveauté. Et donc, on va parler de certains compositeurs, de certaines approches qui justement vont avoir tendance à plutôt se méfier de la tradition, qui est perçue comme une espèce de force un peu oppressante et une force qui limite la créativité, et une philosophie de la création qui perçoit l'œuvre artistique comme justement un processus qui va mener à l'élaboration de son propre langage. Donc il faut réinventer le langage, il faut réinventer la musique. Un petit peu comme en art visuel. Il y a certains artistes qui vont carrément abandonner la peinture. C'est le cas de Marcel Duchamp, qui abandonne la peinture pour faire des installations, pour faire des ready-made, pour faire toutes sortes de trucs, des films et ainsi de suite. Donc il y a une recherche vraiment d'ouverture du langage et de la création vers d'autres modes d'expression. Et on va voir que justement, on va remettre en question très fortement, de différentes façons, les notions traditionnelles de musique. On pourrait peut-être voir l'apogée de cette tendance-là comme la très fameuse pièce de John Cage qui s'appelle 4 minutes 33 de silence, dans laquelle justement un pianiste s'assoit devant un piano, ne joue rien pendant 4 minutes 33, et la pièce est constituée des bruits ambiants, de la foule qui tousse, de la ventilation qui démarre, du fait que le silence est jamais vraiment possible, mais qu'on peut voir comme l'espèce de degré ultime de déconstruction de la musique. C'est un peu une espèce d'équivalent musical de la toile du formaliste russe Malevitch qui s'appelle Carré blanc sur fond blanc. Donc, quand on est rendu à déconstruire le langage jusqu'au bout, on arrive justement à cette espèce de, pour paraphraser Roland Barthes, de degré zéro de l'écriture, dans lequel on va retrouver justement en peinture des carrés blancs sur des fonds blancs et en musique une pièce comme 4 minutes 33 de silence. On peut commencer cette étude des grands avant-gardistes avec Charles Ives, qui est un compositeur américain qui est extraordinairement original et singulier dans sa démarche parce que il va créer quelque chose dont le quantum de nouveauté a absolument rien à envier à ce qui se passait sur ce qu'on appelait alors le vieux continent. Donc sa démarche est aussi moderne ou avant-gardiste que celle des Schoenberg et des Stravinsky de son temps, sauf que Ives, vivant aux États-Unis au tout début du 20e siècle, n'a pas du tout cette espèce de longue tradition derrière lui d'exploration, de chromatisation du langage et de développement d'une esthétique justement d'avant-garde et de recherche. La musique au début du 20e siècle aux États-Unis est extrêmement tonale et on considère encore Brahms comme une espèce de visionnaire avant-gardiste. Donc dans ce contexte-là, de réaliser les œuvres que a produites Charles Ives est une espèce de phénomène plus ou moins inexplicable. Ives lui-même était un individu très particulier.
Il y a toutes sortes d'histoires, peut-être légendaires ou peut-être vérifiées, entourant sa jeunesse. Mais apparemment, son père était très particulier. Son père accompagnait souvent les fidèles à l'église et il avait fait un cornet spécial avec une coulisse pour pouvoir suivre quand les gens commençaient à fausser. Donc, il jouait d'un instrument un peu microtonal qui pouvait justement ajuster l'intonation en fonction du fait de suivre les gens qui perdaient l'intonation en cours de route. Mais on dit aussi que le père de Charles Ives avait un jour amené son fils au sommet d'un clocher d'église, devant une intersection où deux fanfares devaient se croiser. Et Charles Ives a été absolument fasciné par l'espèce de deux musiques, de superposition de deux musiques différentes, de deux tonalités différentes, de deux tempos différents, et l'espèce d'enchevêtrement et les harmoniques résultantes de tout ça, et les polyrythmes, et ainsi de suite. Et ça a profondément marqué son esthétique musicale et son intérêt pour justement les structures sonores extrêmement complexes. Ça me rappelle un peu quand j'étais moi-même étudiant à l'Université de Montréal, il y avait au 8e étage, qui était le plus haut étage de la faculté de musique, l'étage où il y avait tous les cubicules avec les pianos droits. Et il y avait quelque chose comme 30 pianistes qui pratiquaient 30 pièces différentes. Et simplement de me promener dans le corridor et d'entendre l'espèce de fondu enchaîné de Chopin, de Rachmaninoff, de Bill Evans, de Stravinsky, etc., c'était quelque chose qui était absolument fascinant pour moi. Alors, Ives avait peut-être ce genre d'esprit tordu aussi et se complaisait dans justement les espèces de structures très denses. Mais ça va devenir un élément fondamental de son langage et de son esthétique. C'est quelque chose que vous pouvez voir dans cette toute petite pièce que j'adore qui s'appelle The Gong on the Hook and Ladder. Et c'est une pièce justement qui a été inspirée encore une fois par une parade. Dans ce cas-ci, une parade de pompiers. À l'époque, au début du 20e siècle, les pompiers avaient encore des voitures qui étaient tirées par des chevaux. Et donc, quand ils faisaient des parades, il y avait la voiture de pompiers, il y avait la fanfare des pompiers qui jouait plus ou moins bien parce que, bon, ils essayaient de jouer de la trompette, de la clarinette, du trombone, mais ça restait des pompiers. Et donc, la pièce met en scène une fanfare amateur. Et Ives nous dit que vu que le terrain montait et descendait, des fois le pas des marcheurs ralentissait quand la pente était ascendante, puis à l'inverse, des fois quand ça redescendait, ils accéléraient le pas. Donc le tempo bougeait, mais il y avait à tout bout de champ des gens en train d'accélérer puis d'autres de ralentir. Donc le tempo fluctue comme ça. Et il y a des gens qui faussent, bien sûr, et ainsi de suite. Donc la pièce met en scène justement une pièce tonale interprétée par une fanfare, un peu tout croche, qui ralentit, qui accélère, qui fausse, etc., qui joue pas toujours dans le bon ton, avec l'espèce de bruit de foule. On a déjà dans la musique moderne souvent des représentations de bruit de foule. On peut penser à l'espèce de murmure instrumental au début du Petrouchka de Stravinsky, par exemple, qui est justement l'espèce de foire, de kermesse, de fête populaire et l'espèce de murmure indistinct de la foule et de façon très imagée, représentée instrumentalement par Stravinsky. On a ça chez Ives aussi. Il y a l'espèce de bruit indistinct de la foule et il y a l'espèce de pièce de fanfare qui essaie d'émerger de ça. Ça peut évoquer un petit peu les tests que l'optométriste nous fait passer pour voir si on est daltonien ou pas. Vous savez, il y a plein de petits picots de couleurs et à un moment donné, oups, on voit le chiffre 8 émerger, par exemple. Donc, il y a cette espèce de problématique de distinction de la forme versus le fond. Le fond, ici, étant le bruit indistinct de la foule et la forme étant cette pièce de musique tonale qui essaie d'émerger du bruit de la foule et qui redescend, et etc. Donc, il y a cette espèce d'intérêt qu'on peut retrouver à identifier la pièce, à la voir un peu subjuguée dans le chaos. Et il y a un peu une espèce de métaphore de la création elle-même, la création artistique qui essaie de donner forme à quelque chose de chaotique. Et peut-être même sur le plan philosophique, on passe notre vie à essayer de mettre un peu d'ordre dans un univers qui est chaotique. Et c'est ce qu'on retrouve dans la musique de Ives. Il y a cette espèce de bruit confus et il y a cette espèce aussi de tentative de mettre un peu d'ordre à travers tout ça, malgré les fausses notes, malgré les déplacements d'accent, de tempo, de métrique, etc., etc. Donc, The Gong on the Hook and Ladder, cette espèce d'extraordinaire représentation d'une fanfare amateur qui essaie de triompher du bruit ambiant pour faire de la musique. Vous serez peut-être pas surpris d'apprendre que Ives n'a jamais essayé de vivre de sa composition. Il a été vendeur d'assurance toute sa vie. Il composait chez lui, pour lui. Il a été très peu joué de son vivant.
comme beaucoup de nos compositeurs d'avant-garde. Si vous pensez à Webern, à la seconde école de Vienne qui essayait de créer sous le régime nazi, ces pièces-là ont été complètement occultées pendant les années 30 et après la Deuxième Guerre mondiale, on a redécouvert énormément de choses. C'est un peu ce qui va se passer avec Ives. Ives était tellement une espèce de météorite isolé dans son paysage musical et artistique et esthétique que très peu de gens de son vivant ont porté une réelle attention à sa création. Mais après sa mort, après la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 50, 60, etc., quand le modernisme musical s'est imposé partout en Occident comme une théorie crédible, on a, par la force des choses, cherché à voir aux États-Unis s'il n'y avait pas des précurseurs de cette esthétique-là, des représentants de ce langage-là. Et on a découvert Charles Ives, qui a notamment été popularisé par Leonard Bernstein, peut-être un des plus grands musiciens américains de la deuxième moitié du 20e siècle. Bernstein, qui est chef d'orchestre, qui est compositeur, qui est un individu extrêmement éclectique dans son approche et intéressé à toutes sortes de styles de langage, etc., à l'aise avec le classique, avec le jazz et ainsi de suite. Bernstein a, entre autres, redécouvert certains compositeurs qui étaient un peu tombés dans l'oubli, notamment Charles Ives. Donc voilà, ça c'est pour votre audition numéro 34, The Gong on the Hook and Ladder. Le compositeur suivant est aussi peut-être le plus brillant représentant de cette école de la table rase, c'est Edgar Varèse. Dans son cas, l'expression est même parfaitement justifiée parce que Varèse a littéralement fait table rase, non seulement des conventions, du système tonal, de sa propre formation, mais même de ses œuvres. C'est un compositeur français qui est allé vivre aux États-Unis et on raconte que quand il est arrivé aux États-Unis, il a littéralement détruit toutes ces pièces qu'il avait faites jusqu'alors parce qu'il voulait repartir à zéro, il voulait réinventer la musique, l'approche musicale, le langage, la syntaxe, etc., etc. Donc cette notion justement de table rase et de nouveau départ est particulièrement appropriée quand vient le temps de décrire la démarche de Edgar Varèse. Donc il a fait plusieurs pièces qui vont justement remettre en question le langage, et c'est nulle part plus évident peut-être que dans sa pièce Ionisation. Ionisation est reconnue comme étant la première pièce pour instrument à percussion et plus ou moins à note indéterminée. Parce que, bon, il y a des sirènes qui font des espèces de glisses, donc il y a une hauteur, mais même la hauteur de la sirène, par définition, est continuellement variable. Donc il n'y a pas de note, il n'y a pas de fa dièse, de si bémol, de fréquence claire. Ionisation reste fondamentalement une pièce pour percussion. Donc on a deux principaux types de percussions, les instruments à peau, les tambours, et les métallophones, donc les cymbales, les gongs, etc. Et toute la pièce est basée donc sur une dialectique de rythme, de durée, de nuance, mais pas de hauteur. Et ça, c'est vraiment fondamental comme rejet de l'idée même d'idée musicale. Au fond, ça fait des siècles en Occident que l'on identifie une idée musicale à une succession de hauteurs. Même la seconde école de Vienne, aussi radicale fut-elle dans l'élaboration de nouveaux procédés compositionnels, va prôner une musique qui est d'abord et avant tout basée sur une succession de hauteurs de notes. Si on fait de la musique sérielle, qu'on prend la gamme chromatique, puis qu'on fait une série de 12 notes avec la gamme chromatique, notre idée de base reste une succession de hauteurs de notes. Mais quand on fait une pièce pour des tambours puis des cymbales, il n'y a plus de notes. Alors, Varèse va aller jusque-là, jusqu'à l'espèce d'abolition des notes, des hauteurs prédéterminées, des hauteurs fixes, pour se concentrer vraiment sur les paramètres du timbre, de l'intensité et du rythme. Donc, Ionisation est une pièce célèbre par justement l'audace avec laquelle elle va carrément se débarrasser des notes et de l'idée, du concept même d'idée musicale comme une succession de hauteurs de notes. C'est une pièce qui, étrangement, va avoir un impact et une influence insoupçonnée.
J'ai moi-même fait un mémoire de maîtrise en musicologie sur Frank Zappa, guitariste, rocker, compositeur iconoclaste des années 60, et Ionisation d'Edgar Varèse est une pièce que Zappa a découverte dans son adolescence et qui va le suivre toute sa vie et qui va profondément influencer son langage, son esthétique, etc. D'ailleurs, Zappa jouait de la batterie avant de jouer de la guitare. Il était d'abord et avant tout, au départ, un percussionniste. Donc, ce paramètre du rythme, de la complexité rythmique, des polyrhythmes, etc., fait partie de l'essence même de la musique de Zappa. Un autre exemple de cette influence-là d'ionisation va se trouver beaucoup dans la musique à l'image, dans la musique de film, dans la musique de séries télé, cette espèce de texture très particulière qu'on peut avoir uniquement avec des percussions, notamment avec un thème qui est joué à la caisse claire, comme dans Ionisation. Ça donne un côté militaire, un côté un peu inquiétant, un côté abstrait, mais très tendu en même temps. Et vous en avez un magnifique exemple dans la bande sonore du film Il était une fois dans l'Ouest de Ennio Morricone. Il y a une pièce qui s'appelle The Transgression. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Et c'est littéralement pratiquement un pastiche de ionisation d'Edgar Varèse, à tel point les rythmes, les figures rythmiques et les timbres des instruments à percussion sont très très semblables. Vous écoutez côte à côte Ionisation de Varèse, The Transgression de Morricone, et moi-même j'aurais de la misère à les distinguer. Voilà. Donc, Varèse va va ralentir sa production de façon significative dans les années 40 jusqu'au milieu des années 50. Varèse semble limité par les instruments dont il dispose et il voudrait réinventer la musique avec d'autres sons, avec différentes sonorités. Et il est un peu pris avec les instruments traditionnels. Au milieu des années 50, alors que va apparaître la lutherie électronique, les possibilités de traitement sonore, l'électroacoustique, la musique pour bande magnétique. Il va y avoir un tout nouveau champ sonore qui va s'ouvrir et Varèse va être absolument fasciné par ça. Au fond, il était peut-être un peu en avance sur les instruments, les outils techniques dont il disposait pour vraiment mettre en application ses propres idées musicales. On va voir quelque chose de similaire avec un compositeur américain qui a vécu au Mexique très longtemps, qui s'appelait Conlon Nancarrow. Nancarrow est un peu l'inventeur de la musique pour séquenceurs. Sauf qu'il n'y avait pas véritablement de séquenceur au moment où lui-même composait. Donc, il a écrit pratiquement toute sa vie pour des pianos mécaniques. C'est comme des séquenceurs analogiques et il perforait sur des longs rubans de papier les trous représentant chacune des notes de ses compositions qui sont absolument injouables par des êtres humains qui sont d'une complexité prodigieuse. Donc, autant Nancarrow que Varèse vont être un peu limités par les moyens technologiques un peu primaires dont ils disposent. C'est des gens qui, au fond, étaient faits pour les séquenceurs, les échantillonneurs, la musique numérique, les outils dont on dispose aujourd'hui, mais qui étaient peut-être justement, c'est un peu fatigant ces notifications-là, je m'en excuse, qui étaient peut-être pris justement avec des moyens techniques un peu limités. Donc Varèse va écrire dans les années 50 une pièce qui s'appelle Désert, et qui est une pièce pour instruments et bande magnétique. Donc, il va là-dedans intégrer l'approche instrumentale traditionnelle, traditionnelle, il faut le dire vite, ça reste du Varèse, donc beaucoup de techniques étendues, des quarts de ton, des multiphoniques, des trucs très particuliers, intégré donc avec des sons électroniques, des sons traités, des pistes accélérées, ralenties, des sons passés à l'envers, etc., qui sont sur bande magnétique. Et on va y voir la naissance d'une nouvelle technique compositionnelle qu'on va appeler à l'époque la musique mixte. Mixte dans le sens où on intègre les sons électroniques traités et les instruments acoustiques. Donc la bande est diffusée dans la salle de concert et les instrumentistes jouent en direct avec cet accompagnement de bande magnétique et de sons électroniques. Alors ça c'est pour Edgar Varèse, au départ français, formé à Paris, va déménager à New York, à Greenwich Village, où il va vivre pratiquement tout le reste de sa vie. Un grand fervent de cette approche de table rase, de radicalisme avant-gardiste, et justement donc quelqu'un qui va chercher à réinventer la musique, les sons, l'idée même de thème, de mélodie, etc., selon des paramètres absolument nouveaux.
Donc, reconnu à la fois pour ionisation, pièce pour percussion, et aussi pour désert. C'est peut-être ces deux œuvres les plus importantes. Si vous êtes instrumentiste avant, si vous êtes flûtiste, Varèse a fait une pièce pour flûte solo qui s'appelle Densité 21.5, parce que c'est la densité du platine et ça a été composé pour un flûtiste célèbre dont la flûte était en platine. Donc un rare exemple de pièce, bon, il y a le Syrinx de Debussy, mais disons dans la littérature pour flûte seule, les deux pièces peut-être les plus importantes pour flûte seule au XXe siècle, c'est le Syrinx de Debussy et Densité 21.5 de Varèse. Je parlais de traitement sonore. C'est quelque chose qui, après la Deuxième Guerre mondiale, va devenir de plus en plus répandu comme approche. On va développer la bande magnétique et ça va créer une révolution dans l'enregistrement et dans notre rapport au son lui-même. Avant la Deuxième Guerre, on était pris souvent avec des médiums qui utilisaient une aiguille, que ce soit un cylindre de cire, que ce soit un disque. On était limité avec un médium rigide. Alors que la bande magnétique, à cause de son caractère souple, on peut couper la bande magnétique, on peut rabouter différentes prises, on peut inverser la bande magnétique, lire le son à l'envers, et ainsi de suite. Donc accélérer, ralentir, transposer, filtrer, monter le son. On peut littéralement sculpter des nouveaux sons. On peut prendre l'attaque d'un piano puis mélanger ça avec la résonance d'un hautbois, par exemple. Donc on peut faire des sons composites qui vont mélanger différentes composantes instrumentales. Et donc à partir des années 50, le son devient quelque chose qu'on peut littéralement sculpter et travailler en laboratoire. Et ça va inspirer énormément de compositeurs, notamment Pierre-Henry et Pierre Schaeffer, qui vont créer en 1950 une pièce qui s'appelle Bidule en ut, dans laquelle ils vont enregistrer des notes de piano, mais les traiter, les accélérer, les ralentir, etc. Il y a un thème. Il y a une espèce de figure, il y a un motif récurrent, mais un peu comme dans une pièce de piano traditionnelle, ce thème-là va être transposé, va être joué dans l'aigu, va être joué dans le grave, etc. Et on sent qu'il y a vraiment une espèce de volonté de variation motivique sur cette idée de départ. Donc on sent que Pierre-Henry et Pierre Schaeffer essaient d'appliquer à la musique électroacoustique des règles qui sont similaires à celles que l'on retrouvait dans l'écriture instrumentale plus traditionnelle, mais évidemment avec des sons qui sont devenus impossibles à reproduire en concert, en spectacle, de façon spontanée sur une scène. C'est de la musique de laboratoire, c'est de la musique qui impliquait à l'époque d'immenses machines puis des heures de travail. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le traitement numérique en temps réel, avec les samplers, les échantillonneurs, etc., on pourrait tout faire ça sur scène sans problème. Mais à l'époque, évidemment, c'est une musique qui était un peu cantonnée en studio et ça peut être un peu gêné à sa diffusion, le fait que en concert, tout ce qu'on pouvait faire au fond, c'était peser sur play puis écouter la pièce dans des haut-parleurs, mais les gens trouvaient que ça faisait des spectacles un peu ennuyeux parce qu'ils s'ennuyaient justement de ce support visuel, de ce fait de voir les musiciens en train de créer la musique. Donc la musique électroacoustique a souvent, dans ses premières décennies, eu cette réputation d'une musique un peu statique, un peu froide, une musique de création en laboratoire, qui était donc cantonnée à un auditoire relativement restreint et marginal. Ceci dit, tous les procédés d'écriture électroacoustique vont connaître une deuxième vie à partir du milieu des années 60, quand ils vont être intégrés à la musique rock, à la musique psychédélique, quand on va retrouver des bandes accélérées, ralenties, passées à l'envers dans les chansons des Beatles, dans les pièces de Jimi Hendrix, etc. Donc il va y avoir un très surprenant cas de musique vraiment très avant-gardiste et très marginal qui va alimenter un courant de la musique populaire de façon très large et très étendue, au point de devenir pratiquement un élément constitutif de cette esthétique, de ce style psychédélique des années 60. Voilà, donc le père de la musique électroacoustique est souvent reconnu comme étant le compositeur allemand Karl-Heinz Stockhausen, qui, au milieu des années 50, va créer une pièce qui s'appelle Le chant des adolescents, le Gesang der Junglinge. Et c'est une pièce dans laquelle il va justement intégrer des sons électroniques et des sons acoustiques, d'où cette idée de électroacoustique. On avait, avant le chant des adolescents,
deux approches différentes et séparées. Ou bien on travaillait avec des sons acoustiques, des sons captés au microphone, qu'on allait par la suite traiter en studio. C'était le cas notamment du bidule en ut de Pierre-Henry et Pierre Schaeffer. Ils ont capté au microphone des notes jouées par un piano et ils vont retravailler ces sons-là dans le studio. Ou alors, en Allemagne notamment, on faisait des sons, des pièces avec des sons électroniques, des sons générés avec des oscillateurs, les ancêtres de nos synthétiseurs modernes, et donc on avait une musique purement électronique. Alors ce que fait Stockhausen dans le chant des adolescents, c'est carrément de combiner ces deux approches-là, et la pièce est essentiellement une pièce pour voix d'enfant et son électronique, et les deux vont cohabiter ensemble. Donc c'est la naissance de la musique électroacoustique, à peu près en même temps, au milieu des années 50, que cette naissance de la musique mixte pour instruments et bandes magnétiques, donc la démarche de Varèse dans Désert. Stockhausen a également écrit beaucoup de musique instrumentale. Il est un des grands représentants de ce qu'on va appeler l'école de Darmstadt. Darmstadt, c'est une ville en Allemagne dans laquelle il va y avoir une série de camps musicaux, principalement l'été. Et ces camps vont être donnés par les plus éminents compositeurs de l'époque, les Pierre Boulez, Stockhausen, Xenakis, Berio et compagnie. Et les gens vont venir, les étudiants en composition vont venir de partout dans le monde pour suivre ces séminaires, pour faire ce camp d'été. Et la ville de Darmstadt va donner son nom à cette nouvelle école de musique instrumentale des années 50, qui va reprendre les concepts de la seconde école de Vienne, mais en les poussant encore plus loin. C'est-à-dire que la musique de la seconde école de Vienne était basée, on s'en souvient, sur le concept de série. Donc on prenait les 12 notes de la gamme chromatique et on faisait une série avec ça, et on se servait de cette série comme un motif qu'on pouvait inverser, qu'on pouvait rétrograder, qu'on pouvait transposer, qu'on pouvait jouer ou bien de façon horizontale, c'est-à-dire mélodique, ou bien verticale, donc harmonique. On pouvait élider les séries, les superposer, etc., etc. Ce que les compositeurs de l'école de Darmstadt vont faire, c'est reprendre cette idée de la mise en série des paramètres musicaux et l'appliquer à d'autres paramètres que simplement la hauteur. On pourrait faire par exemple une série avec des rythmes. J'invente, mais si je dis par exemple une noire, une croche, une patte de double croche, puis une blanche pointée, et je fais une série avec ces valeurs-là, et je peux inverser ma série rythmique, et je peux la modifier, et ainsi de suite. Donc on peut mettre en série les rythmes, on peut mettre en série les chiffres indicateurs. Je peux avoir une mesure de 2-4, une mesure de 3-8, une mesure de 17-16, une mesure de 12-4, puis ensuite je permute cette série-là, puis je l'inverse, puis etc. Donc, cette démarche globale-là va prendre le nom de sérialisme intégral et se caractérise justement par la mise en série du plus grand nombre possible de paramètres à l'intérieur de l'œuvre. Donc non seulement les notes sont mises en série, mais les rythmes, les nuances, on pourrait avoir une note double piano, une note triple forte, une note mezzo piano, une note forte, etc. et jouer avec cette série de nuances-là. Le résultat, bien sûr, va être une musique d'un très haut niveau d'imprévisibilité. Parce que la conséquence de la mise en série d'un paramètre, c'est justement la très grande difficulté qu'on va éprouver à deviner ce qui s'en vient. Et c'est peut-être ce qui va être le plus grand obstacle d'une grande acceptation de la part du public de la musique sérielle, c'est que le public se sent un peu incapable de participer activement à la musique, étant donné son impossibilité à émettre des prévisions sur ce qui risque d'arriver dans le déroulement de l'œuvre, d'où l'impression d'incohérence de la musique. La musique, au fond, est très cohérente, mais sur papier, quand on l'analyse. Et cette cohérence-là, contrairement à ce qu'on retrouve dans une fugue de Bach, ne se perçoit que très difficilement à l'écoute. Donc la musique de l'école de Darmstadt va souvent être perçue comme une espèce d'apogée de complexité, d'abstraction, et peut-être, j'oserais même dire, d'un caractère hermétique d'une certaine musique d'avant-garde qui est tellement complexe dans ses conceptions qu'elle en devient absolument hermétique pour le commun des mortels. Donc la musique instrumentale des années 50, la musique de Darmstadt,
reprend les idées notamment de Webern. Parce qu'on se souvient que des trois Viennois, Webern était peut-être le plus conceptuel, le plus formaliste, celui qui va aller le plus loin dans l'éloignement d'une esthétique romantique. Okay? Schoenberg et Alban Berg sont encore assez romantiques dans leur approche, surtout Berg. Si vous regardez une pièce comme le Wozzeck d'Alban Berg, le langage est atonal, mais l'esthétique est très très romantique. Peut-être le style qui définirait mieux le Wozzeck d'Alban Berg, c'est l'expressionnisme. Et qu'est-ce que c'est que l'expressionnisme? C'est une espèce de forme de romantisme exacerbé et extrémiste. Et l'expressionnisme du Wozzeck d'Alban Berg n'est pas si différent de celui du cri d'Edvard Munch en peinture ou de ce que vont faire certains cinéastes allemands expressionnistes des mêmes années, par exemple le cabinet du docteur Caligari ou oui, Nosferatu le vampire, voilà. Donc ces grands classiques du cinéma expressionniste allemand, par leur côté justement macabre et cauchemardesque et inquiétant et ainsi de suite, vont justement créer une sorte de romantisme lugubre et extrême qui est très proche de l'esthétique du Wozzeck d'Alban Berg. Webern, par ailleurs, est beaucoup plus objectif dans ses rythmes, dans ses formes, il est beaucoup plus abstrait dans sa démarche. Il cherche pas, il semble pas préoccupé par le fait de créer des climats angoissants, mais plutôt au contraire des espèces de pures abstractions instrumentales. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ça va devenir l'espèce de tendance de fond dans la musique d'avant-garde de rejeter le côté très expressionniste du romantisme pour s'intéresser à une approche plus scientifique, plus formaliste de la musique. J'oserais dire plus intellectuelle. Et c'est pas un hasard, donc, si des trois Viennois, c'est Webern qui va le plus directement influencer l'école de Darmstadt et la composition musicale instrumentale des années 50. Ça va donner notamment le Klavierstück de Stockhausen, dont vous avez un extrait dans vos écoutes, le début de la première pièce du Klavierstück de Stockhausen. Et curieusement, même si le médium est très différent de celui du chant des adolescents, si vous écoutez ces deux pièces-là côte à côte, Klavierstück numéro 1 de Stockhausen et Gesang der Junglinge, le chant des adolescents, vous allez voir au niveau du phrasé, au niveau de cette espèce de pointillisme, les sauts extrêmement disjoints, les rythmes fragmentés, des grandes analogies au niveau du débit des notes, au niveau comme de la forme de la construction musicale, et vous pourrez certainement faire un lien aussi avec Webern. Si vous écoutez les 5 pièces pour orchestre de Webern et le Klavierstück de Stockhausen et le chant des adolescents, même si les médiums sont très différents, on a une pièce pour orchestre, une pièce piano, puis une pièce électroacoustique, vous allez voir que le phrasé, l'espèce de pixelisation, on a parlé de pointillisme musical, se reconnaît facilement dans ces 3 pièces-là. Donc je dirais que de loin, le compositeur d'avant la guerre qui a le plus influencé Stockhausen, ce serait Webern. Un petit mot tient justement sur cette seconde école de Vienne et justement la façon dont on va croire longtemps qu'elle incarne le progrès. Parce que cette notion de progrès, évidemment, est au cœur même de la démarche de l'avant-garde. Pourquoi on parle d'avant-garde en art? C'est un terme militaire au départ. L'avant-garde, ce sont les éclaireurs, ce sont les soldats qui marchent devant l'ensemble des troupes pour éviter que le gros de l'armée tombe dans une embuscade ou dans un piège. Donc on a des éclaireurs qui partent en avant-garde. Alors c'est une belle métaphore de cette espèce de conception téléologique et hegelienne selon laquelle l'art évolue de façon linéaire et il y a des gens qui sont comme en avance sur leur époque. Et c'est ça les artistes d'avant-garde, c'est ceux qui sont en avance sur le gros des troupes et qui créent aujourd'hui la musique de demain. Un grand ouvrage de la musicologie du XXe siècle, c'est cette philosophie de la nouvelle musique de Théodore Adorno. Un ouvrage évidemment avec lequel je suis en
fondamental désaccord sur plusieurs points. Vous comprendrez pourquoi, mais ça reste un classique de la musicologie du 20e siècle et peut-être un des ouvrages les plus influents dans le fait d'avoir considéré justement Schoenberg comme l'incarnation du progrès en musique. Parce qu'il y a des grandes sections dans la philosophie de la nouvelle musique où justement Adorno va intituler un chapitre Schoenberg et le progrès et un autre Stravinsky et la restauration. Donc il va opposer l'approche de Schoenberg à celle de Stravinsky et je dirais que c'est Adorno qui a peut-être le plus cristallisé cette idée d'une polémique Schoenberg-Stravinsky dans laquelle Schoenberg représente l'avant-garde et l'innovation et le progrès et Stravinsky représenterait une sorte de réflexe nostalgique d'attachement au passé et au système tonal, et ce qu'un de mes anciens profs d'université appelait avec un certain sourire ironique le néoclassicisme décadent. Euh, Évidemment, aujourd'hui, on se rend compte que l'idée voulant que la musique sérielle soit la musique de l'avenir ne tient pas la route. La musique sérielle est une parenthèse, un chapitre, un style, à travers une multitude d'approches et de styles qui vont proliférer au XXe siècle, mais ce n'est pas l'incarnation du progrès, comme on l'a longtemps cru. Et en fait, quand on regarde l'influence respective de Schoenberg et Stravinsky sur l'ensemble de la musique du XXe siècle, et surtout la deuxième moitié du XXe siècle, on se rend compte que, au fond, l'influence de Stravinsky est beaucoup plus grande que celle de la seconde école de Vienne. J'écoutais encore ce matin la musique de Lalo Schifrin pour la série originale de Mission Impossible. Et si vous écoutez justement la musique de film, la musique pour les séries télé des années 60, 70, 80, l'héritage de Stravinsky est immense. Vous avez continuellement des pièces basées sur des ostinatos rythmiques, avec des accords qui sont utilisés de façon percussive, de façon rythmique, avec un jeu de décalage, de polymétrie, de déphasage des éléments les uns par rapport aux autres, à l'intérieur d'une pulsation très claire, très régulière, avec des petites mélodies circulaires, des ostinatos, etc., etc. Alors que de la musique sérielle, il n'y en a pratiquement pas. Donc, même chose John Williams. Je veux dire, analyser la musique de John Williams, allez voir là-dedans quelles sont les influences de Stravinsky-Prokofiev versus Seconde École de Vienne, et vous allez voir que l'influence des compositeurs dits néoclassiques, ou dans le cas de Stravinsky, plus période russe, ont une influence immense sur notre musique à l'image, sur au fond ce qui est devenu un peu notre ADN culturel de musique de film, musique de jeux vidéo et ainsi de suite. Des groupes de jazz fusion comme Mahavishnu Orchestra vont créer des pièces qui s'appellent Birds of Fire. Birds of Fire du Mahavishnu Orchestra, c'est un hommage direct à l'oiseau de feu de Stravinsky. Donc l'influence de Stravinsky est immense et déborde le strict cadre des genres musicaux. C'est pas juste en musique classique, mais il y a des influences jusqu'en jazz fusion, puis ainsi de suite. Donc, cette représentation de la seconde école de Vienne comme étant l'incarnation du progrès a eu son moment de gloire, a eu son apogée dans les années 50, 60 et je dirais peut-être encore 70, jusqu'à ce que les théories postmodernes commencent à remettre en question cette notion voulant que le dodécaphonisme et la musique atonale soient la voie de l'avenir du progrès et donc une espèce de nécessité historique incontournable. Ce dont on se rend compte plus facilement aujourd'hui, c'est à quel point, au fond, cette polémique Schoenberg-Stravinsky a une raison d'être et reflète une réalité concrète de deux approches musicales différentes, mais néanmoins complémentaires, dans la mesure où ce que fait Schoenberg, c'est se débarrasser du système tonal et opter vers le dodécaphonisme en préservant une esthétique essentiellement romantique. Donc, il perçoit l'art comme un phénomène transcendant, il est épris de profondeur, il veut créer une œuvre qui est philosophiquement significative, à l'intérieur d'une démarche où il conserve le rubato, donc la pulsation un peu élastique du romantisme et les grandes formes, le grand phrasé, le récitatif orchestral et les procédés justement wagnériens de mise en forme du discours musical, c'est au fond du Wagner atonal. Très souvent, c'est la façon dont va sonner la musique de Schoenberg. Stravinsky, au contraire,
Il va pas chercher à se débarrasser du système tonal, il va chercher à se débarrasser de l'esthétique romantique avec sa grande emphase, puis son roux-bateau, puis sa pulsation élastique, son obsession de l'expression des sentiments à travers la musique. Stravinsky, dans sa période néoclassique, est célèbre pour avoir dit notamment qu'il ne pensait pas que la musique était apte à exprimer grand-chose sur le plan émotionnel, donc ça a fait tout un tollé, bien sûr, mais c'est pour refléter justement cette espèce de vision relativement objective qu'avait Stravinsky à ce moment-là de la création musicale. Donc, pour faire une longue histoire courte, au fond, Schoenberg veut se débarrasser du système tonal, mais maintenir une esthétique romantique dans sa création. Stravinsky fait exactement le contraire. Il va maintenir plusieurs éléments du système tonal et des racines dans le passé, mais il va se débarrasser de l'esthétique romantique avec son roux-bateau puis sa quête de profondeur et d'expressivité musicale, en faveur d'une musique qui est plus objective et qui est plus précise sur le plan de la pulsation, des motifs, et qui est peut-être plus justement intellectuel, entre guillemets, dans sa conception. On va croire que justement la voix dodécaphonique est la voix de l'avenir et que d'une part la seconde école de Vienne et ensuite l'école de Darmstadt sont l'incarnation du progrès. On va croire ça surtout à partir du moment où, au milieu des années 50, Stravinsky lui-même va connaître une espèce de virage dodécaphonique dans sa production musicale, notamment sous l'influence de Robert Kraft, et va commencer à composer des œuvres sérielles. Donc on va voir ça finalement comme l'espèce de conversion du dernier récalcitrant qui revient dans le giron dodécaphonique et la voix de la musique sérielle. Mais c'est au fond les derniers soubresauts de cette musique dodécaphonique sérielle auxquels on assiste dans les années 50. Dès les années 60, avec le minimalisme américain, avec Philip Glass, Terry Riley, Steve Reich, avec l'espèce d'éclatement stylistique qu'on voit dans la musique pop, alors que chez les Beatles, la chanson pop, puis le rock, puis l'électroacoustique, puis la musique classique, puis l'art populaire et l'art d'avant-garde vont se mélanger, exactement comme dans les arts visuels, chez Andy Warhol, chez Roy Lichtenstein. L'art populaire, le pop art et l'art académique vont librement discuter, alors que c'était des zones qui étaient soigneusement délimité auparavant. On avait l'art populaire d'un bar avec la bande dessinée, puis les petits romans savants, etc. Et on avait l'art académique d'autre part, avec Jackson Pollock, puis la peinture non figurative, puis ainsi de suite. À partir des années 60, on va voir justement ces deux sphères-là interagir beaucoup plus librement, notamment chez des espèces d'uluberlus, dont le Frank Zappa, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va réconcilier les influences de rhythm and blues et de ionisation d'Edgar Varèse. Si vous écoutez sur l'album Uncle Meat de Zappa une pièce qui s'appelle Nine Types of Industrial Pollution, vous allez voir justement une influence de Varèse qui est absolument manifeste, claire et évidente, à peu près autant que chez Morricone dans The Transgression, dont je parlais aussi plus tôt. Donc voilà, les années 60 avec cette espèce d'immense remue-ménage et remue-ménage et hybridation et mélange de différents styles et différentes approches et différentes tendances et différents langages vont sérieusement remettre en question cette idée que le sérialisme dodécaphonique représentait la voie de l'avenir, puis l'évolution et le progrès de la musique, et etc. Et autant la musique de Darmstadt dans les années 50 va être très très abstraite dans ses conceptions et très formaliste et très inchantable et très difficile à prévoir, comme en témoignent les auditions de Stockhausen et de Pierre Boulez que vous avez dans vos écoutes, autant dans les années 60, avec la musique répétitive, avec le minimalisme américain, etc., on va revenir au contraire à des structures ultra consonantes, ultra prévisibles, mais dont l'intérêt va se situer ailleurs. Donc c'est à ce moment-là qu'on va peut-être passer d'une espèce de ce que moi j'appelle le modernisme orthodoxe, c'est-à-dire le modernisme dogmatique, obsédé par la nouveauté, la réinvention du langage, l'approche de la table rase, etc. Ce modernisme orthodoxe va peu à peu laisser la place à une approche beaucoup plus postmoderne, beaucoup plus éclectique et beaucoup plus large dans son approche. Beaucoup plus inclusive aussi d'une certaine dose d'humour.
Autant les modernistes orthodoxes étaient très sérieux dans leur approche, je dirais très hégéliens dans leur quête d'une œuvre d'art qui soit profonde et significative, autant les postmodernes vont beaucoup plus intégrer l'ironie, le pastiche, la citation et ont généralement un peu peut-être moins tendance à se prendre au sérieux. Donc c'est cette frontière-là à laquelle on est arrivé maintenant, là où le moderne cède la place peu à peu au postmoderne et où justement les espèces de frontières stylistiques entre les genres deviennent de plus en plus floues et indéfinissables. Donc nous voilà aux portes du postmodernisme et c'est peut-être là où encore aujourd'hui en 2021 on se situe parce que je pense pas qu'on puisse envisager bientôt de revenir à une approche avec une périodisation stricte où on dit nous voici dans telle époque et ensuite dans telle époque et ensuite dans tel style avec des approches musicales relativement homogènes qui vont se succéder. Ça a été comme ça pendant des millénaires, mais cette réalité artistique-là est finie aujourd'hui et ce qu'on constate plutôt, c'est que toutes les approches coexistent au lieu de se juxtaposer, au lieu de se succéder, tout coexiste et c'est à chaque artiste de constituer son propre langage, son propre style, sa propre mosaïque, sa propre palette de couleurs avec justement tous ces procédés qui existent et qu'on peut continuellement recontextualiser et se réapproprier soi-même. Donc voilà pour l'exposé d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on va peut-être éventuellement justement se refaire un autre clip sur le postmoderne, sur les hybridations, sur le minimalisme américain, sur Arvo Pärt peut-être, et les tendances récentes, et ainsi de suite. Ça pourrait être intéressant. Donc si les corrections qui s'en viennent avec la mi-session m'en laissent le temps, ben, je me ferai un plaisir de vous mettre un autre petit clip en ligne. D'ici là, portez-vous bien, restez sages, prenez soin de votre santé, de vos proches, et à très bientôt.